Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire. Il y a un numéro à l'écran là, c'est le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur TikTok et sur Facebook. Vous savez, mais avant, je remercie toujours tous ceux qui participent dans les commentaires, tous ceux qui like, tous ceux qui partagent, tous ceux qui s'abonnent. Merci beaucoup, c'est vous qui donnez la force au mouvement. Sans plus tarder, on va commencer avec la première histoire. Je vous demande d'écouter attentivement, s'il vous plaît. Et surtout, dites l'histoire qui vous a marqué en commentaire. Dites d'où vous regardez la vidéo en commentaire. Et voilà, première histoire. DMG, bonsoir. La famille DMG, bonsoir. C'est Prestige. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue à l'époque. On va appeler mon père spirituel à l'époque, on va l'appeler Patrick. Et l'autre père, enfin l'autre monsieur aussi qui initiait, on va l'appeler Pierre. Donc Patrick, lui, il avait l'habitude d'initier les gens. Quand tu venais te faire initier chez lui, il t'initiait, je veux dire qu'il traitait les fous, même il les traitait, on les ramenait du Congo, de l'Ouest, du Nord, du Sud, de l'Est, lui se trouvait et lui, il avait l'habitude de les soigner. Et quand il finissait de les soigner, quand tu lui de soigner le malade, et puis le malade disait qu'il n'avait pas de l'argent, il te demandait de repartir, il n'y a pas de problème, tu peux rentrer chez toi, dès que tu as de l'argent, tu reviens me payer. Il y a même les parents de malades qui abandonnaient leurs malades là-bas parce qu'ils étaient sans espoir, ils se disaient que bon, la personne ne va pas guérir, et puis bon, les parents fuyaient. Et lui, quand il a fini de te soigner, il te dit, pars chez toi, dès que tu as des sous, tu reviens me payer. Mais par contre, monsieur Pierre, lui, quand il initiait les gens chez lui, il soignait les gens chez lui, et après les soins, il inventait toujours un motif en disant ouais, les soins ne sont pas finis, il faut encore faire des soins et tout et tout. Donc, en fait, il s'arrangeait toujours à garder les gens chez lui. Ça veut dire que c'était un homme, tu te retrouvais comme un esclave chez lui, tu travaillais pour lui gratuitement, il ne te payait pas. Et quand c'était une femme, automatiquement, surtout si elle était très belle et tout ça, là, automatiquement, tu devenais sa concubine. Voilà. Donc, depuis la première femme qu'il avait déjà chez lui, c'était comme ça qu'il l'a eu. Donc, je disais, je suis allée, bon, moi, je m'étais fait initier chez Patrick, ça faisait des années. Donc, vivant à la capitale, à chaque fois que nous allions en vacances au village, Patrick demandait à ce que nous puissions faire des veillées pour parler aux esprits, donner à manger, à boire aux esprits. À chaque fois, c'était ça. Bon, en fait, on était plusieurs. Donc, on arrivait 2, 3, 4. On paye tout ce qu'il fallait, la boisson, la nourriture, un peu de tout. Il invite les gens, on fait la veillée et tout. Après, bon, on se séparait. Après, on repartait, on parlait aux esprits comme il le disait, et puis on repartait. Après les vacances, on repartait en ville. Maintenant, monsieur Pierre avait initié une de mes cousines. C'est là où l'histoire va commencer. Monsieur Pierre va initier une de mes cousines. Ma cousine, je vais l'appeler Pélagie. Monsieur Pierre va initier Pélagie. Après avoir initié Pélagie, il va la garder chez lui. En fait, déjà, Pélagie était le genre de fille turbulente. Elle était le genre qui ne se laissait pas faire. Elle n'hésitait pas de dire merde quand ça n'allait pas. Pélagie était ce genre de fille. Donc, quand M. Pierre va initier Pélagie, après l'initiation de Pélagie, M. Pierre va garder Pélagie là-bas. Oh non, le traitement n'est pas encore fini. Oh non, bon, je sais même pas de quoi elle souffrait d'ailleurs. Et après, il a commencé à demander à sortir avec elle. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Effectivement, ils ont commencé à sortir ensemble. Et il la présentait partout comme étant sa deuxième épouse. Partout il allait, excusez-moi, c'était sa deuxième épouse. Et puis un bon matin, elle en avait marre, peut-être après 1 an, peut-être 2 ans de relation, elle en avait marre. Elle voulait sa liberté parce qu'elle était venue se soigner, elle vivait avec quelqu'un. Du coup, elle se retrouve en mariage comme ça, là, gratuitement. Donc, elle se levait un matin, elle a demandé à rentrer chez elle. Et le monsieur n'a pas voulu la laisser partir, mais elle a quand même dit qu'elle partait. Quand elle est partie, le monsieur a pris sa corbeille. Soi-disant, il y avait des protections dedans et tout. En fait, les corbeilles, pour les personnes qui sont initiées, ils voient de quoi je parle. Donc, le monsieur a pris sa corbeille, il a renversé cette corbeille-là. Et on va dire c'est un petit arbuste, c'est une brindille même. Ça ne ressemble à rien, c'est tout petit.
Même le manche du balai est gros, mais à peu près comme un manche du balai. On appelle ça dans l'initiation, on va dire que c'est ton témoin, que c'est une partie de toi quand tu te fais initier. Donc c'est comme ça qu'il va prendre ce petit arbuste-là, il va abattre ça, il va découper cet arbuste-là. Après découper ça, elle est partie, subitement elle est tombée malade. Quand elle est tombée malade, ça consistait que nous, on était venus les vacances là. Donc moi, je suis partie chez Monsieur Patrick, que je m'étais fait initier et tout ça. Elle a demandé qu'on l'amène à l'hôpital. On l'a amenée à l'hôpital, mais ça n'allait pas. Elle n'arrêtait pas de vomir le sang. Suite à l'acte que son père d'initiation avait fait, verser sa corbeille et couper le petit arbuste là avec une machette. Bon. Et c'est comme ça qu'elle a commencé à vomir du sang. Pendant qu'elle était à l'hôpital, elle a demandé qu'on l'amène chez Monsieur Patrick parce qu'il avait sa renommée en tout cas. Quand on l'a amené chez Monsieur Patrick a dit que lui ne peut pas rentrer au milieu, c'est une affaire de père et fille. En même temps, ils sortent ensemble, donc c'est une affaire de couple. Il ne peut pas interférer là-dedans, mais ce qu'il peut faire, c'est interpeller l'autre, dire que tu es déjà le père et finalement c'est ta femme. Il fallait pas couper l'arbuste en question, il fallait pas verser sa corbeille. Maintenant, la fille est malade, il faut la rétablir, donc la soigner. C'est comme ça que finalement, on l'amène là-bas et lui va interpeller Monsieur Pierre. Mais Monsieur Pierre n'est jamais venu. Donc, on dormait au sol parce que quand on est initié, on dort au sol sur les nattes. Et ma cousine, qui était la fille du frère de ma mère, direct, hein, on était cousine de sang. Elle était allongée en face de moi, elle n'arrêtait pas de vomir le sang. Elle tout son sang, j'ai vu ma soeur se vider de son sang. Elle n'arrêtait pas de pleurer et m'appeler après moi. On va dire comme ça, Prestige, s'il te plaît, sauve-moi. Tu t'es initié avant moi, sauve-moi. Tu es ma grande soeur dans l'initiation et tout, sauve-moi. Elle n'arrêtait pas de dire ça. Mais c'est vrai quand même qu'à l'époque, si j'avais le pouvoir de lui sauver, je l'aurais fait. Parce que j'ai vu ma soeur se vider de son sang et après l'année morte. Et voilà. Ça m'a choqué. Moi, par la suite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la corbeille de mon initiation, j'ai confié à Monsieur Patrick. Je lui ai dit, bon, vu que j'ai vu comment ma soeur est décédée comme ça devant mes yeux, je te laisse la corbeille là et moi, je pars. Si jamais il m'arrive quelque chose, c'est toi. Donc, j'ai pris la corbeille, j'ai confié ça à Monsieur Patrick qui m'avait initié et je suis partie et j'ai promis de plus jamais revenir. Mais ça, j'ai pris cette décision en moi. Je ne l'ai pas dit ça ouvertement. Je suis partie, je ne suis plus jamais revenue jusqu'à ce que Monsieur Patrick finisse par décéder. Donc voilà, je ne sais pas si cette histoire a une morale, mais voilà, c'est ça ma petite histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG, bonjour à toute la famille DMG. Bonjour, bonsoir. Bon, ça dépend à l'heure que vous allez écouter. Ok. DMG, je suis venu aujourd'hui encore pour te raconter une histoire. Les autres histoires, je ne sais pas si tu as publié, mais tu viens te raconter l'histoire, ça là. C'est l'histoire que ma grand-mère nous a racontée. Elle parlait d'un monsieur. Ils étaient dans le même village. Le monsieur était avec sa femme. Ils étaient ensemble, bien chic, tout ça là. Il est parti dehors de ses valval, il a trouvé une copine là-bas. Il était avec la copine. Sa femme faisait discours avec lui, à chaque fois elle fait discours avec lui. Donc, il allait expliquer ça à sa copine là. Sa copine l'a conseillé d'aller voir un marabout. Je suis allé voir le marabout là. Maintenant, genre, le but là, c'était de prendre un médicament là, pour mettre ça où la femme là, elle prépare. Au village là, c'est les 3 cailloux qui aiment là. Les 3 cailloux qui aiment là. Voilà. Donc, il est parti là-bas. Il a mis le médicament là. Sa femme a quitté au champ, elle est venue. Elle devait préparer. Sur partir du fourneau, bien sûr quoi là. Elle devait préparer là-bas. Donc, quand elle est arrivée là, il a dit à sa femme que faut pouvoir manger. Sa femme dit qu'elle est fatiguée. Elle va se coucher. Jusqu'à c'est la nuit. Elle s'est réveillée. Il a dit aussi à sa femme, chauffe l'eau. Il a me laver. Elle dit qu'elle est fatiguée. Donc le monsieur, il a oublié qu'il a mis le médicament dans le fourneau là. Il a oublié ça. Donc c'est lui-même
tu es parti, tu as allumé le feu, il a préparé, il a mangé, il a chauffé l'eau, il s'est lavé. Maintenant, 2 semaines après, le monsieur a commencé à tomber malade. De ça maintenant, son corps a commencé à quitter. Sa peau a commencé à quitter. A commencé à pourrir un peu. Ça a pourri un peu. Donc, de ça, quand sa copine a appris ça, là, elle a fui le village. Quand elle a fui le village, le monsieur est resté là comme ça. Jusqu'à sa femme fait tous les médicaments. Quand elle le soigne, elle prend les médicaments même pour le soigner, c'est là même, ça s'aggrave. Son ventre maintenant a commencé à pourrir. Son ventre a commencé à pourrir. Quand son ventre a commencé à pourrir, il dit, qu'elle a expliqué, son intestin c'est sorti. L'intestin c'est sorti, c'est à côté quand tu vois l'intestin. Quand tu le soulèves, tu dois ramasser aussi l'intestin pour le mettre aussi sur haute natte. Chaque jour, on change de drap seulement, on change de natte seulement. Il commençait à pourrir au fait. Jusqu'à il est resté dans ça et puis il est mort. Il s'est confessé et puis il est mort. Quand il s'est confessé et puis il est mort, dès qu'il est mort net, ça n'a pas duré aussi. 2 jours après, le jour de son enterrement, parce que il n'a pas trop duré. Lui-même, il était vivant déjà, mais il commençait à pourrir. Imagine maintenant, et dans sa mort, comment il est devenu. Donc, il a fait 2 jours. Maintenant, ils l'ont enterré. Quand ils l'ont enterré maintenant, sa copine aussi, elle est quittée dans un autre village là-bas, elle est venue on appelle ça comment, au funérailles. Quand elle est arrivée au funérailles aussi, dès qu'elle a vu ce qu'elle du monsieur là, elle a commencé à se confesser. Non, elle voulait tuer la femme, c'est Mamie Seloto, elle aussi, elle est morte. Donc, ses parents sont venus la chercher. Lui aussi, ses parents l'ont enterré. C'est comme ça que c'est fini. Bon, il y a plein d'histoires, mais après, encore, il est venu raconter comme on ne fait pas fatiguer ici. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 3e histoire. Bonjour à toute la famille DMG. Bonjour DMG. Alors, je reviens vers vous pour une nouvelle histoire que j'ai vécue récemment, il y a à peu près 2 mois. 2 mois, je peux dire. Si c'est plus tôt, 2 mois. Si c'est plus tard, je crois 3 mois. Je ne me rappelle plus de la date exacte, mais je pense que c'est dans environ 3 mois ou 2 mois. Moi, je travaille, je peux dire, je travaille à l'aurore. Je travaille très tôt. Je quitte la maison vraiment avant 5 heures du matin. Et vers ces heures-là également, mon mari rentre à la maison. Donc, ce jour-là, il est rentré plus tôt que prévu. Je l'ai entendu rentrer. Comme mon réveil n'avait pas encore sonné, alors j'ai pas voulu me lever pour ne pas que la journée soit un peu lourde pour moi. J'étais toujours allongée, je cherchais à reprendre mon sommeil. J'étais toujours fatiguée. Monsieur s'est préparé, il est venu vers moi. Bon, vous savez, dans les couples, il y a beaucoup de choses qui se passent, à certaines heures. Alors, bon, tout a commencé. C'est vrai, j'étais éveillée. Mon corps, il réagissait déjà, puisque je n'étais pas dans le sommeil. Je me battais entre le sommeil et la réalité, c'est vrai. Mais bon, quand quelqu'un vient vers toi, ça attire un peu l'attention. Et voilà, le corps commence à réagir pour se mettre en condition, bien sûr. Excusez-moi. Et voilà que quand l'action commence à se passer, je sentais que j'étais comme dans le vide, comme dans un nuage, comme je ne sais plus où est-ce que j'étais. Je dis mais ça c'est quoi ça? Je me suis dit c'est peut-être parce que je suis encore fatiguée, je suis peut-être pas concentrée, ou qu'à cet instant quand je l'ai vu s'approcher de moi, je me suis dit celui-là il va encore me couper mon sommeil que je suis en train de chercher à récupérer là. Je me suis dit c'est peut-être parce que j'avais un peu boudé au fond de moi que ça arrive. Mais j'étais déjà concentrée, j'étais déjà connectée. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas pourquoi cette pensée-là m'a poussée directement dans la prière. Pendant l'acte, dans la prière, vous allez certainement trouver ça ridicule, bizarre ou comment.
s'il y a des gens qui pratiquent pendant l'acte, je pense qu'il y a des gens aussi, si à cet instant-là, il sent qu'il est poussé à le faire, il peut le faire. S'il sent qu'il y a un danger ou quelque chose comme ça, il peut le faire. De toutes les façons, dans la Bible, on dit prier en tout lieu, à toute heure, en élevant les mains saintes. Donc, c'est vrai, mes mains n'étaient pas en l'air à cet instant, mais mon cœur, je crois qu'il était vraiment dans cette position-là d'humilité pour la prière. Alors, bon, ça a continué, c'était vraiment un combat pour moi, ça a continué. Vers la fin, bon, c'était quand même un peu allégé. Et à la fin, j'ai parlé à mon mari, je lui ai dit, regarde ce qui s'est passé. Bon, lui, il a pris ça peut-être dans le cadre que, voilà, j'étais fatigué, j'étais dans le sommeil, qu'il m'a dérangé. Bon, il n'a pas vraiment tenu rigueur de ça. Je vais au travail, avant la première pause, je fais un tour dans les toilettes pour uriner. Alors, je constate que, voilà, il y avait quand même des petites traces de rougeur. Alors, je me suis dit, les soldats s'apprêtent à arriver. Donc, moi-même, j'ai tiré un bon papier, un bon rouleau, vraiment une bonne portion de papier. J'ai utilisé comme serviette, j'ai mis dans mon sous-vêtement. Alors, je repars, je travaille un peu et tout. La pause arrive. Après la pause, je repars encore dans les toilettes. Alors, je cherche encore à uriner. Quand j'enlève mon sous-vêtement, je finis, je m'essuie. Alors, je me dis, bon, je vais encore doubler le papier pour plus de précaution. Qu'est-ce que je vois? Le papier qui s'était détaché de ma peau. Alors, je cherche maintenant à prendre le nouveau papier, à mettre en dessous du papier que j'avais déjà mis. Qu'est-ce que je vois entre le papier et mon slip? Je ne sais pas si c'était une mouche ou c'était une guêpe ou c'était... Non, c'était même pas une abeille parce que l'arrière-train des abeilles est gros. L'abeille, là, je ne sais pas si c'est une mouche. Vraiment, son corps était long. Son corps était long et des ailes longues. Elle était encore en vie. Donc, je sais, la mouche, je sais pas, la guêpe, quoi, là. C'était pas la guêpe, en tout cas, c'était pas la mouche, mon frère. C'était pas ça. Parce que le corps de la mouche, là même, tout le monde, on connaît. J'ai dit, Zambe, ça, c'est quoi ça? Donc, j'ai commencé à crier, Donc, avec la panique, là, je cherchais à enlever. Donc, je me suis dit, je vais même arracher ma peau, je vais jeter mon slip, je vais faire comment? J'ai dans la panique, là, je commence à enlever, là. Je vois le truc bouger comme ça. J'ai dit, tu as envie, tu es entré ici, là, comment? Moi-même, j'ai pris le papier, j'ai bien emballé dans mes mains comme ça. Et puis, dans les rouleaux de toilette, là, c'est bien gros comme ça, c'est transparent, la boîte est transparente. Tu vois, quand le truc sort, toi-même, tu vois aussi le papier des deux côtés. Le truc, là, c'est accroché à quel moment? Si ça devait planer, là, dans la salle, là où moi j'étais, j'allais voir. Et peureuse que je suis, vraiment, ne supportant pas les insectes volants comme ça, avec des grosses ailes, même le cafard fait fuir. Mais ça, là, j'allais pas rester dans la salle. J'allais fuir. Mais comment toi là tu es entré, tu t'es installé? J'ai dit, mais ceux qui vraiment j'avais pas enlevé, j'avais pas mis le papier là. Donc, Kota, il allait entrer. J'ai dit, tu allais entrer où? J'ai dit, quand j'ai tiré là, j'ai jeté dans les toilettes. Alors, l'insecte en question s'est noyé un peu. Comme on venait de nettoyer les toilettes, là, il y avait la mousse et tout. L'insecte en question s'est noyé. J'ai chassé directement, le truc est parti. Je suis sorti de là, je tremblais comme ça. C'était surréaliste pour moi. J'ai dit, En fait, je n'arrivais pas à me faire le scénario. Mais à quel moment cet insecte-là s'est introduit là? Je n'arrivais pas à trouver de réponse. Alors, comme je n'ai pas trouvé de réponse, ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai photographié, avant de chasser, j'ai photographié l'insecte. J'ai photographié, j'étais paniqué, j'appelle ma soeur, là, elle décrochait pas, j'appelle ma mère, elle décrochait pas, j'appelle mon frère. J'ai dit, Yoka, regarde Tala, regarde comme ça. La situation, il dit, non, ça c'est quoi? Alors le soir, lui, il en parle aux parents. Avant, le soir, chez eux là-bas, chez moi, c'était encore le jour. Alors, quand mon mari vient me prendre, je dis, mais chérie, regarde telle chose. Je dis, je suis sûr que c'est pas entré pendant que tu te changeais. J'ai dit non.
Si ça volait, ça planait autour de moi, j'allais voir et ça allait me paniquer, j'allais certainement sortir de là. Il était vraiment dubitatif. Moi, j'ai dit, oh, moi, je sais ce que j'ai vu, je sais ce que j'ai ressenti. Si tu veux, je peux te montrer même la photo. Elle est là. Tu n'arrives pas à te représenter ce que c'était. Moi-même, j'ai mis le papier. Moi-même, dans mon j'ai checké comme ça. Il n'y avait rien autour de moi. Et là, que je ne boiter rien. Les côtés nous tous on sait que quand quelque chose entre même dans ton habit par derrière là, si tu as le cinglet, tu as le caleçon, ça entre là, ça reste par le trait des fesses là, excusez-moi, ça reste entre les deux jumelles là. Même quand ça entre dans le t-shirt par devant, ça reste entre les deux jumelles de devant, ça descend pas. Ça entrait comment? Et puis un truc encore, on vit. Ma mère, quand elle apprend la situation, le soir, elle m'appelle, elle me dit, oh, mais toi, tu m'as pas dit le lendemain, je crois. Oh, mais toi, tu m'as pas dit ce qui t'est arrivé. J'ai dit, oh, maman Tika, regarde un peu. Elle dit, oh, mais là, on est miré au bébé, ça y est. Moi, j'ai dit, oui, exactement, ça allait vraiment venir détruire ma vie. J'ai dit, oh, mais je comprends alors pourquoi, à l'instant, quand j'ai, comment on appelle ça, senti ça, directement, l'Osambo. J'ai commencé à prier au fond de mon cœur. J'ai dit, ah, si j'avais négligé. Ce sont des choses comme ça qui se matérialisent. Quand on te dit que les sorciers viennent par des cafards, des quoi, je ne savais pas ça. Là, moi-même, j'ai vu. J'ai dit, ouais, Kindoki, Eza. Eza. En tout cas, tu as dans ma famille, vraiment, en tout cas. Si la famille là te cherche, quand on te cherche, les gens sont prêts à tout, même à ruiner ta vie. Parce que imaginez un peu que le truc là entrait là-bas. Ça entrait, ça allait disparaître, certainement mystiquement, ça allait disparaître. Mais non, moi là, est-ce que j'allais encore avoir un sentiment envers mon mari? Est-ce que j'allais encore sentir quelque chose? J'allais sentir vraiment comment ruiner les vies des gens comme ça. Comment ruiner les vies des gens comme ça. Vraiment, en tout cas, famille, je vous interpelle, priez. Priez vraiment, ne laissez jamais rien. Même si tu es dans ta douche en train de faire la diarrhée, en train de quoi, si tu sens ton cœur te dire Sambela, prie. Faut prier. En tout cas, il ne faut pas négliger, il ne faut pas te dire non, j'aurai honte. Dieu ne va pas écouter ma prière parce que je suis nul. Quand on fait des cauchemars, parfois on est endormi, on a seulement le soutien sur nous, ou bien on a seulement la culotte là. Quand il fait chaud, bien comment on dort comme ça. Quand tu as attaqué dans la nuit là, tu fais comment? Tu sautes, non? Tu sautes, tu prends seulement directement le drap, tu attaches comme ça, tu pries. C'est ce qu'on fait. Dieu à cet instant, il écoute toujours la prière. Donc, même si tu es avec ton gars et que tu sens que là, la chose est bizarre, des fois lui il est mystique, tu pries dans ton cœur. Maintenant, si quelque chose, à plus forte raison, quand tu es avec ton propre mari, rien, tu sais qu'il n'est pas mystique et tout, mais il y a quelque chose de bizarre, inhabituel qui se passe. Tu sens ton cœur te conjure à prier. Il faut prier. Il ne faut pas fermer les yeux, il faut prier. Ça peut épargner ta vie. Voilà un peu ma seconde histoire. Je sais que j'ai beaucoup parlé, mais bon, ça en valait un peu la peine. Merci beaucoup. Merci pour votre patience. À plus tard. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonjour DMG. Je m'appelle Mélanie. Je suis une jeune centrafricaine. Aujourd'hui, je viens vous raconter une histoire qui m'a aussi été racontée de la part d'une amie. En fait, c'est son vécu. Et bien évidemment, je lui ai demandé son autorisation avant de venir raconter son histoire. Bon, je vais appeler mon amie Elsa. Je vais lui donner le nom d'Elsa. Elsa était une belle fille. Vraiment une très belle fille. Je dis était parce que aujourd'hui elle est décédée. Elle était une très belle fille. Studieuse à l'école, une élève brillante et tout. Elle aimait aussi les sorties, les ambiances avec des amis et tout. Mais son endroit favori, c'était plus la plage. Elle aimait aller à la plage et tout. C'est comme ça que, un jour, après les cours, elle avait décidé d'aller à la plage et tout. Elle m'avait proposé de venir. Mais le jour-là, j'avais refusé car j'étais vraiment fatiguée et j'avais passé une sale journée et tout. Donc, j'avais refusé de venir. J'étais rentrée chez moi. C'est comme ça que le soir, elle m'appelle au téléphone. Elle me dit ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu aujourd'hui m'a complètement
choquée et m'a traumatisée. J'ai dit, mais Elsa, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi, tu me fais un peu peur. Elle me dit qu'elle était à la plage et tout. Elle se lavait. Elle avait décidé d'aller un peu vers le large. Aller au large. Parce qu'elle était une très bonne nageuse. Elle aimait les piscines, les plages et tout. Elle faisait même les compétitions de natation. Elle avait des prix, des médailles et tout. Elle avait décidé d'aller au large. Quand elle part au large, il y a eu le courant. Je crois, il y a eu des vagues qui l'ont fait couler en fait. Donc elle se noyait. Elle me disait qu'elle n'avait pas compris comment elle se noyait. Et quand elle se noyait, à un moment, elle était inconsciente. Et quand elle était inconsciente, elle s'est retrouvée carrément l'autre côté de la plage. En fait, l'autre côté de la plage, elle était au bord. Et tout, elle a commencé à paniquer parce que elle ne savait pas où elle se trouvait, elle ne savait pas quoi faire en fait, elle était en état de choc. Et c'est comme ça que, à côté d'elle, genre, elle a vu une grosse queue de poisson. Mais elle ne voyait pas tout le reste du corps en fait. Il y avait juste une grosse queue de poisson. En fait, c'était du genre, la queue était genre au bord de l'eau et tout. C'est comme ça qu'elle s'approche, la queue la rentre vite dans l'eau. C'est comme ça que elle voulait plonger, elle voulait carrément nager pour retourner à la plage et tout. Courageuse, elle nageait. Et quand elle nage comme ça là, elle se rend compte que elle respire dans l'eau. Donc elle a commencé à nager. Et elle a nagé avec une vitesse jusqu'à ce qu'elle est revenue à la plage et tout. C'est comme ça que quand elle revient à la plage comme ça, elle rentre chez elle. Quand elle se lave, elle sent sur son dos les branchies de poisson là. Les branchies de poisson, elle avait ça. Et quand elle touche son dos, elle sent des écailles et tout. Tout d'un coup, ses doigts étaient devenus palmipèdes. Elle avait déjà des pattes de canard en fait. Elle avait déjà des doigts palmipèdes et tout. Comme si elle était déjà en train de se transformer et tout. Elle s'est vite essuyée. Elle a porté de longs vêtements pour ne pas qu'on puisse la voir. Tout ça, elle est dans sa chambre. Elle me fait l'appel. Vidéo. Et quand elle me fait l'appel vidéo, elle me montre. Je crie. J'étais vraiment choquée. Et on a parlé. Et je lui ai demandé, t'es sûre que pendant ton moment d'inconscience, tu n'as pas... je sais pas. Je savais même pas quoi lui dire. Elle me dit qu'elle-même, elle est dépassée. Et tout. Elle avait déjà même peur d'aller à la plage. Elle avait même déjà peur d'aller à la piscine. Quand il y avait des sorties, quand on disait qu'on partait à la piscine, elle ne venait pas. Elle se renfermait. 2 jours, 3 jours, elle ne partait pas à l'école. Mais ses parents ne savaient pas qu'elle ne venait pas à l'école parce que ses parents partaient au travail le matin et ils revenaient le soir. Et elle partait à l'école en matinée et elle rentrait vers l'après-midi et tout. Donc, elle peut mentir de porter la tenue de l'école et tout. Partir et en fait elle s'est arrangée à ce que ses parents ne sachent pas que elle ne partait pas à l'école. C'est comme ça que un jour elle m'a appelé que viens un peu me voir parce que là je crois que ça ne va pas. Tout son bras gauche était déjà rempli d'écailles, mais vraiment d'écailles, ses yeux avaient changé, elle avait déjà des yeux tirés, des yeux de chat, mais vraiment des chats. Ses mains, elle avait déjà des doigts palmipèdes. En fait, c'est comme si elle était en train de devenir une sirène. Et ses pieds étaient déjà collés. Ça jure que elle pouvait même plus se lever ou faire quelque chose parce que ses pieds étaient collés. C'est comme ça que moi, personnellement, je lui ai dit, faut voir un pasteur. Parce que moi, personnellement, les choses de Nganga
les féticheurs, les tradipraticiens, là, tout ça. Moi, c'est pas trop. J'aime pas trop ce genre de choses, tu vois, parce que je crois pas vraiment en tout ça. Elle a dit que, oh, est-ce que le pasteur va accepter de se déplacer pour venir se cacher elle et tout? Tout ça, ses parents n'étaient pas au courant. Ses parents, c'est les gens qui n'étaient pas trop à la maison et tout. C'est que on a contacté un pasteur qui s'est déplacé. Et le pasteur là était choqué. En fait, c'est comme si il sentait que là, il ne pouvait même rien faire là. Il a prié. Il m'a pris à côté de me dire que l'affaire de ton ami là n'est pas claire. Essayez un peu d'aller voir les tradipraticiens et tout. Les tradipraticiens, il a dit oui, essayez un peu. On part. J'appelle quelques amis à nous. J'étais obligée d'appeler quelques amis à nous pour nous aider à la transporter. Et ils étaient au courant maintenant. Ils étaient déjà au courant de la situation de notre amie Elsa en fait. Ils étaient déjà au courant de ça. Et ils avaient même peur. Ils ne voulaient même pas la soulever. Ils ne voulaient même pas nous aider en fait. Donc c'est comme ça qu'on a emmené, on est parti chez un tradipraticien. 2 jours, 3 jours, ses parents appellent où on cherche Elsa. Parce qu'on l'a laissé chez le tradipraticien. Parce qu'il a dit qu'il fallait 1 semaine, il fallait l'initier, il faut qu'elle aille voir les esprits et tout. Donc, on laisse 1 semaine, c'est pas on cherche. On était obligé d'informer ses parents de la situation. Déjà obligé d'informer ses parents de la situation. Et effectivement, ses parents se sont bien fâchés. Mais vraiment fâchés contre nous. Car on pensait pouvoir régler ça seul. Et ça s'empirait. Elle était déjà devenue une sirène. C'est ça que les parents débarquent chez Lunganga. Nous aussi, on était là-bas. Moi et les 2 amis en question qui m'avaient aidé à la transporter chez Lunganga. C'est que dès que le Lunganga voit la mère de Elsa, il dit, toi, tu connais ce qui arrive à ta fille. Après, maintenant, c'est que elle dit, non, comment ça, je connais quelqu'un de ma fille, puis je ne vais pas l'aider. C'est que Lunganga demande à Elsa de raconter comment ça a commencé. Elsa raconte qu'elle était partie à la plage et tout et tout. La mère pète le câble. Elsa, je t'avais déjà dit quoi? Je t'avais déjà dit de passer dans les plages, les piscines. Je t'avais demandé d'arrêter ça. Mais comme tu ne m'écoutes pas. Je t'avais demandé d'arrêter. C'est pour ça que le Lunganga fixe la mère d'Elsa. Nous tous on regarde la mère d'Elsa que et quand même Elsa dit oui. Mais bon, je regarde ce qui se passe. Oui, je regarde ce qui se passe. Mais je l'avais toujours interdit de partir dans les plages et tout. Elle ne me comprenait pas. Elle ne savait pas pourquoi je lui disais ça. C'est pour ça que la mère raconte l'histoire. Elle n'arrivait pas à faire les enfants avec son mari. C'est ça qu'elle était partie. Elle était partie voir des dames qui étaient tradipraticiennes. L'avait conseillé d'aller prendre un coquillage à la plage et de mettre le coquillage là dans son sous-vêtement, dans son slip. Et elle dormait avec. Après avoir eu des rapports avec son mari, elle dormait avec. Et après ça, elle va tomber enceinte. Et effectivement, elle était tombée enceinte d'une fille. Les dames l'avaient dit que n'emmène jamais ta fille à la plage. Et même quand ta fille sera grande, interdis à ta fille d'aller à la plage. Car ta fille, c'est l'enfant des eaux. C'est l'enfant des sirènes. Et si elle rentre en contact avec de l'eau, genre de l'eau de la plage et tout ça, elle va se transformer. Et elle va garder la forme là. Jusqu'à. Et pour ça, il faudra maintenant aller rendre maintenant ta fille. À laisser ta fille dans l'eau en fait. Parce que c'est la fille des eaux. Il y aura des sirènes qui viendront la récupérer en fait. Elle a commencé à pleurer. Nous tous on était choqués. Le père était comme un maboule. Il n'a eu aucune réaction. Bon, c'est comme ça que on a dit que Lunganga dit qu'effectivement il n'y a plus rien à faire et tout. Donc ils l'ont pris.
On l'a mis à la plage. Elle est partie. Jusqu'à présent, on ne l'a plus jamais, et vraiment jamais revue. C'est vrai que souvent, elle apparaît souvent dans les rêves et tout, mais on l'a plus jamais revue. La morale que j'aimerais donner, c'est que c'est toujours les enfants qui copent. En fait, comment dirais-je, c'est toujours les enfants qui récoltent les pots cassés des parents, les erreurs des parents en fait. Aujourd'hui, Elsa aurait pu déjà travailler. Elle était une élève studieuse, elle avait de bonnes notes et tout. Aujourd'hui, sa vie est gâchée, elle vit dans l'eau, je ne sais pas comment ça se passe, je ne sais pas si elle va bien et tout. Ses parents sont en train de se lamenter, en fait. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Bonsoir, bonjour chers tous, j'espère que vous allez bien. Merci à la communauté DMG de pouvoir exprimer ce que j'ai à dire, de pouvoir expliquer mon histoire et autres. Cette histoire m'est arrivée en 2020 quand j'étais en 3e, j'avais 15 ans ce temps-là. Je peux dire que je n'ai pas totalement bien fait ma classe de 3e parce que je n'arrivais pas à me concentrer, je n'avais pas de bonnes notes et tout. Malgré que j'étudiais, mais ça n'allait pas. C'est comme si j'étudiais mais mon esprit était ailleurs, je n'arrivais pas à me concentrer. Donc je n'ai pas bien fait ma 3e, je n'arrivais pas à me concentrer, j'avais pas de bonnes notes et tout. Et puis j'ajoute aussi que je piquais des crises. Lorsque j'ai piqué des crises, on partait à l'hôpital plutôt. Lorsqu'on partait à l'hôpital, on me mettait sur oxygène. Oui, on me mettait sur oxygène. Quelques minutes après, je me retrouve et autres. On me demande si je fume ou bien si je suis stressée, si je suis asthmatique. Je dis non, je n'ai rien. Rien de tout ça, je n'ai rien. Et en plus de ça, je me sentais bien. Comme si de rien n'était au fait. Bien, pas de soucis, pas de mal et autres. Donc nous sommes allés 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Non, ils ont dit que c'est pas normal. C'est pas un volet médical. Ça doit être un volet spirituel. Donc dans ça, ma mère, je peux dire que c'est quelqu'un qui est ancré à la prière, qui prie beaucoup. Mais je peux dire que cette histoire l'a dépassée un peu. Donc elle avait d'autres personnes avec qui elle priait, des hommes de Dieu un peu plus avancés que elle dans la prière, qui priaient avec elle, à qui elle avait expliqué la situation. 2 ou 3 hommes de Dieu, hommes, femmes de Dieu et autres. Maintenant, il y a un homme de Dieu qui a dit une fois à ma mère, il lui a demandé à ma mère que est-ce qu'elle partait en vacances avant. En tout cas, est-ce qu'elle partait en vacances quelque part? Ma maman dit oui, que je partais en vacances chez la petite soeur de mon père. Il y avait ma grand-mère là-bas, ma grand-mère paternelle, c'est-à-dire la mère de mon père et tout. Elle était chez la petite soeur de mon père, je partais faire les vacances et autres. Donc le monsieur lui a demandé que c'est durant ces vacances-là que quelque chose s'est passé. On dirait que c'est la grand-mère là qui lui a donné un truc, c'est-à-dire elle a mangé et puis le reste de sa nourriture, on dirait elle a donné à la petite. Maintenant il a expliqué que c'est une petite au fait, donc elle peut pas, je sais pas, dire non ou quoi que ce soit, mais bon, elle a pris la nourriture. C'est en prenant la nourriture que il y a eu un échange, c'est-à-dire comme si la vieille, elle savait que son heure était arrivée, donc elle lui a légué son héritage, la sorcellerie et puis l'esprit de mort, quelque chose comme ça. Donc comme maman a eu écho de ça, elle m'a demandé que quand j'étais un peu plus petite que ça, est-ce que durant les vacances que tu as passé chez ta tante, est-ce que tu as eu à manger le reste de ta grand-mère, mais est-ce que ta grand-mère a eu te donner quelque chose et autres. Je dis je me rappelle pas vu que j'étais petite. C'est là qu'elle a commencé à m'expliquer. Et puis le monsieur, j'ai oublié aussi de dire, le monsieur a dit à ma mère que c'est de là que proviennent mes crises et autres. Donc elle m'a expliqué tout ça. Elle dit que tu vois que tu étais petite, voici ça, que c'est en mangeant la nourriture qu'elle t'a légué son héritage et autres. Et puis d'où viennent les crises et autres. Donc ma mère a commencé à me porter en prière. Le monsieur
qui a révélé les choses là, a commencé à continuer toujours à me révéler et à prier, plutôt me porter en prière, me porter en prière. Maintenant, une fois, je ne sais pas, ma mère m'a envoyé dans la cuisine. Lorsqu'elle m'a envoyé, je sais pas. Vu que je savais déjà que ma grand-mère, quand j'étais petite, m'a fait un échange, me donnait la sorcellerie, l'esprit de mort. J'avais tellement mal, je me disais que non, mais grand-mère, pourquoi au fait? De toute façon, voilà, c'est ma grand-mère. Donc pourquoi elle m'aurait fait ça? Ça, c'est quelle preuve d'amour, ça? Tu dis pourtant m'aimer, puis regarde ce que tu me donnes. Ça, c'est quel héritage? Moi, je vais faire quoi avec ça? Donc dans ça, j'étais dans la cuisine, comme je disais, j'ai pris un couteau, j'ai allumé la gazinière, puis j'ai mis le couteau sur la gazinière pour faire chauffer le couteau. Lorsque le couteau a chauffé, c'était devenu bien chaud, je l'ai planqué sur mon bras. Je ne sais même pas quel esprit, je sentais que ce n'était pas moi. Comme si une voix me parlait pour dire que prends le couteau, vas-y, ouvre le gaz, ouvre la gazinière, mets le couteau sur le feu, quand ça va chauffer, mets ça sur ton bras. Je sais pas, c'est comme si j'étais téléguidée par quelque chose. Donc lorsque j'ai fait, je l'ai mis sur mon bras et tout, je sentais comme si quelque chose s'est coupé au fait. Quelque chose s'est coupé en moi. Donc, comme si, je sais pas, mes veines ou bien, en tout cas un truc. Je sentais qu'un truc m'a lâché au fait, un truc s'est coupé. Donc le truc s'est coupé, je me sentais étourdie et je suis tombée. Lorsque je suis tombée, ma mère, toujours, elle prie tellement cette femme-là, même quand elle est en train de faire un truc. C'est vrai que elle peut ne pas prier extérieurement, mais intérieurement, elle est en train de prier. Donc, tout ce qu'elle fait, ma mère prie. Donc, dans ça, en train de prier quelque chose, l'Esprit de Dieu lui dit que, va voir ta fille qui est dans la cuisine. Donc, va voir ta fille qui est dans la cuisine. Elle m'a vu, j'étais tombée, et puis elle a vu le couteau par terre, elle a vu ma main qui était brûlée, qui était, en tout cas, pas bon état. Elle a commencé à dire, mais c'est quoi ça? Commence à crier, mais c'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Quoi? Donc, je vous ai dit que j'étais étourdie, je suis tombée autre. J'étais tombée dans les pommes. Donc, je n'entendais pas ce qu'elle disait. Maintenant que j'ai repris mes esprits, j'ai commencé à piquer la crise en même temps. C'est-à-dire que, je sais pas, c'est comme un enchaînement. Dès que je me suis réveillée en même temps, j'ai commencé à piquer la crise. Ma mère a commencé à prier. Et l'homme de Dieu qui lui a révélé que non, c'est ma grand-mère, patati patata, il lui a remis une huile. Cette huile-là, il a prié là-dessus, puis il a dit au cas où les crises reprenaient, que prends cette huile-là et puis asperge cette huile-là sur elle, puis donne-lui à boire avec ça. Donc, elle a pris cette huile-là, elle a commencé à prier encore sur cette huile-là, et puis elle a commencé à verser. À chaque fois qu'elle versait sur moi, je continuais toujours à suffoquer, me traîner de par-ci, de par-là, comme si j'étais possédée par quelque chose. Donc, à un certain moment, je me suis calmée, et puis elle m'a demandé qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui t'a fait ça, pourquoi. Pendant qu'elle faisait ça, dans ma tête, je sais pas si c'est une vision, mais c'est une quoi, mais c'est comme si je voyais un cimetière et autres. Et puis je lui montrais du doigt que c'est là. Elle me demande c'est qui a fait ça, Et je sais pas, mais je pointais toujours, mon doigt était toujours pointé montrant quelque chose, mais je ne sais pas trop quoi. Que non, que c'est là-bas. Elle me dit c'est là-bas quoi, c'est là-bas qui, mais qu'est-ce qui t'arrive? Prier. L'homme de Dieu qui a révélé que c'était ma grand-mère et autres. Ma mère l'a appelé pour venir parce que je peux dire que ça l'a dépassé. Donc le monsieur est venu, il a prié encore sur mon verset. Lui là, j'ai continué toujours à suffoquer. Prier. Le monsieur dit que non, que c'est l'esprit de moi qui me fatigue. Puis il piquait les crises. C'est comme si c'était l'initiation en fait. Mais comme ça n'a pas marché, l'héritage que la vieille m'a donné, ça n'a pas marché. Que c'est pour ça que l'esprit de moi a été activé au fait. Comme si je n'ai pas... C'est une mission qu'ils m'ont donnée c'est-à-dire de venir gâter la famille, de faire des trucs bizarres et autres. Et puis... je sais pas, l'esprit de nullité, je suis là, je fais on fait des trucs de sorcier quoi. Voilà, c'était ma mission, mais comme je n'ai pas pu accomplir cela, c'est pour ça que l'esprit de moi s'est activé, voulant me tuer. Mais le monsieur dit que non, que c'est pas un homme qui va te tuer, ni un esprit. Non, que c'est Dieu seul qui connaît ton heure, le jour où tu vas partir, et c'est pas maintenant que tu vas partir. L'homme de Dieu a commencé à prier, jusqu'à... Je me suis sortie mieux, j'ai commencé à dormir. Ils m'ont aspergé avec l'huile. Ma mère après ils ont dit que lorsque je me lave de mettre cette huile là dans mon eau pour me laver et autres.
Donc, quand je me suis réveillée, ils m'ont demandé si ça va, est-ce que tu te rappelles de ce qui s'est passé? J'ai dit, bon, pas totalement, mais un peu, je sais que je suffoquais, mais bon. Ça, ma mère m'a expliqué encore après, tout ça. Le monsieur aussi a prié pour moi, pour me dire que, de faire très attention à ce que je mange, à ce que je fais, qui est devant moi, qui me donne ci, qui me donne ça, que à chaque chose que je vais faire, de prier, de mettre le nom de Dieu là-dedans, que Dieu m'a sauvé vraiment, vraiment, que ça va aller et tout. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Bon, c'était mon histoire. Je peux dire que la leçon, la morale qu'on peut tirer de cette histoire, c'est que franchement, méfiez-vous. Si le dehors est dangereux, les amis, voilà, ceux qu'on considère ils sont dangereux, ils peuvent nous faire du mal. C'est pas ceux qui sont dedans aussi qui ne peuvent pas nous faire du mal. C'est-à-dire faire attention au fait à notre entourage. Même ton parent, même ton frère, ta soeur peut te vendre, peut te faire du mal. Même le dehors même peut te faire du mal. Dans tous les cas, tout le monde peut te faire du mal. Tout ce qu'on peut faire, c'est de prier, de confier cela à Dieu. Franchement, c'était mon histoire que j'avais à vous partager. J'espère que ça pourra édifier certaines personnes. Et puis, j'ai oublié de vous dire que depuis la fois, le monsieur a prié pour moi. Ça va très bien dans ma vie. Il n'y a plus de soucis. J'arrive à m'en sortir à l'école. Il n'y a pas de soucis. Je ne pique plus de crise aussi. Je peux dire que c'est fini définitivement en fait. Aujourd'hui, j'ai 17 ans. Je suis une jeune fille épanouie et autres. Mais je continue toujours de louer le nom de Dieu. Je continue toujours de me méfier et autres. Et puis, en tout cas, tout va bien dans ma vie. Je remercie vraiment le Seigneur. Et puis, comme je disais aussi, la morale qu'on peut tirer, c'est de faire attention. Le dehors comme le dedans est dangereux. C'est à nous d'avoir le discernement. C'est à nous de prier, de savoir qui est bien, qui n'est pas bien. Franchement, qu'on se méfie au fait. Qu'on se méfie. Tu peux dire que non, que c'est mon parent, il peut rien me faire, mais c'est lui qui va te faire ça. C'est lui qui va te faire ci. Franchement, prions. C'est tout ce que je peux dire. Prions vraiment. Prions vraiment. Parce que sans Dieu, nous ne pourrons pas. Franchement, si ce n'était pas l'aide de Dieu, je me demande si est-ce que j'allais être là pour vous expliquer cela. Franchement, merci à la communauté, merci à tous ceux qui veulent écouter, aimer la vidéo, partager, mettez les commentaires. J'espère que cette histoire vous a plu, qu'elle vous a édifié. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci à la communauté DMG, que Dieu vous bénisse en ensemble. Amen. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Commentez, likez, partagez. Donc, écoutez la 6e histoire. DMG, bonsoir, c'est Prestige. Je viens vous conter une histoire que j'ai vécue. Et c'était une de mes amies. Je vais l'appeler Michel. Michel était une amie avec qui, à l'époque, nous baladions ensemble. Et on a partagé beaucoup de choses ensemble. Sauf que moi, je travaillais à l'époque dans un snack bar. Donc, du coup, elle avait aussi d'autres amis que moi, je ne fréquentais pas du tout. C'est comme ça que Michel va rencontrer un blanc. On va dire un blanc d'une très grande boîte de pétrolier ici au Gabon. Et les deux vont se mettre ensemble. Mais je vais l'appeler Stéphane. Bon, monsieur Stéphane, lui, pratiquait. Il était dans la loge. Et Michel, elle ne le savait pas. Mais il était prêt à tout se plier. Il se pliait à 4 pour elle et tout. Un jour, elle m'a invité chez elle. Je suis allée voir lui. Elle vivait l'opulence en fait. Elle vivait l'opulence. Du jour au lendemain, elle avait changé de vie. Elle avait changé d'amitié. Waouh, c'était l'opulence totale. Donc, les copines qui n'ont rien comme de nous, nous autres là, elle avait plus notre temps. Elle a commencé à se familiariser avec les filles de la haute sphère, je sais pas, des mannequins, les filles des ministres et tout ça parce que elle avait de l'argent à dépenser, elle était maintenant véhiculée. Voilà, elle fréquentait les mêmes milieux que ces personnes-là, si bien que nous, dans les petits snacks là et tout, elle n'avait plus notre temps, elle n'avait plus le temps de notre amitié. Mais quand même, nous étions des amis. Et c'est comme ça qu'un jour, elle va fouiller la maison de Stéphane, où elle vivait avec Stéphane. Elle fouille la maison, elle va voir un gros livre bleu, elle dit. Je sais plus, ça fait longtemps. Bleu ou rouge, en tout cas, je pense que c'était un livre rouge. Elle a dit. Et elle dit,
dans le livre, quand elle ouvre le livre, elle voit la photo de monsieur Stéphane. Mais sauf que Stéphane, dans cette photo, n'est pas... En fait, il est en vie. Il est en vie, en fait, il arrive à cligner les yeux et tout ça. Mais elle ne comprend pas. Mais comment la photo peut faire des mouvements? Genre, lui suivre du regard, regarder à gauche ou à droite selon ce qu'elle est en train de faire, puisqu'elle est en train de fouetter dans cet album-là. En fait, ce n'est pas un album, c'est un livre de magie. Et quand elle a vu ça, je me souviens, elle m'a appelé à l'époque. Et je dis, si elle m'a dit ça à moi, elle a d'autres personnes avec qui elle était très intime par rapport à moi, donc elle a dû publier ça, raconter ça, mais elle était toujours dans la maison de Stéphane. Je me souviens à l'époque, je lui ai dit non, c'est pas bien, il ne faut pas qu'elle publie, c'est sa vie. Et tout ça, elle m'a dit non, voilà quoi. Elle a vu ça, ça l'inquiète, c'est pour ça qu'elle en parle. On a banalisé et tout. Mais Michel avait pour habitude de faire parce que Stéphane, lui, il n'était pas du tout sérieux avec elle. Il était prêt, il voulait l'épouser, il voulait, mais il avait l'habitude de la tromper avec d'autres filles. Il est même sorti avec des cousines à elle, avec certaines de ses copines. Voilà. Et à chaque fois, elle le menaçait. En fait, ça devenait comme un chantage. Quand elle lui surprenait avec une fille et tout, elle dit elle va se suicider. Excusez-moi, et Michel l'empêchait. À chaque fois, c'était la même chose. Et puis ben, un jour, elle a surpris Stéphane avec l'une de ses cousines. Quand elle le surprend, elle va menacer de se suicider. Elle va sortir l'arme. Elle avait pris l'arme de Stéphane à la maison parce qu'elle les a croisés. Stéphane était avec la cousine chez eux à la maison et quand il raccompagnait la fille, elle arrivait. Donc elle allait prendre l'arme, elle a suivi Stéphane. En passant, pour la petite histoire, ils étaient en train de projeter leur mariage. Ils avaient ficelé les dates, ils avaient tout acheté. Elle était allée voir sa mère, montrer sa mère la robe de mariée et tout. Donc ils allaient se marier dans, je pense, 1 ou 2 mois. Donc, quand elle va croiser Stéphane et sa cousine, elle va prendre l'arme. Elle va leur poursuivre puisqu'elle était véhiculée. Elle va leur poursuivre et puis voilà. Elle va dire à Stéphane qu'elle va tirer sur lui et tout et tout. Bon, Stéphane va l'empêcher et puis voilà. Elle va se calmer. Stéphane va récupérer l'arme. Stéphane lui dit de rentrer à la maison, lui va arriver. Quand elle rentre à la maison, elle a commencé à faire du chantage à Stéphane comme d'habitude. Ouais, je vais me suicider et tout. Stéphane a dit j'arrive, rentre, j'arrive. Sauf que ce jour-là, quand elle est rentrée à la maison, elle a mis en exécution ce qu'elle avait l'habitude de faire. Parce que souvent, elle menaçait, mais elle ne le faisait pas. Mais là, je me souviens que c'est après qu'elle avait publié à presque toutes ses amies autour d'elle. À moi, elle m'avait dit aussi qu'elle a vu Stéphane pratique. Ils ont une chambre chez eux où elle ne doit pas rentrer. Il n'y a que Stéphane qui rentre là-bas. Elle a ouvert la porte, elle est rentrée. Elle a vu un livre, comme je disais tout à l'heure. Bon. Donc, c'est après qu'elle avait publié cette histoire-là autour d'elle. Et là, ce soir-là, elle a menacé de se suicider. Stéphane a dit, rentre, j'arrive. Sauf que quand elle est rentrée, Stéphane n'est pas venu. Stéphane allait déposer la fille avec qui il était. Stéphane a trouvé un parking. C'est même pas un parking. Il s'est garé sur la chaussée. Il a serré le trottoir. Il a baissé le siège de son véhicule. Il a dormi. C'était un directeur. C'est pas l'argent qui lui manquait pour aller prendre une chambre à l'hôtel ou bien quoi, non. Il a baissé le siège de son véhicule. Il a dormi. Parce qu'il savait que beaucoup de copines de Michel devaient passer par là et devaient reconnaître le véhicule. Donc, en fait, ça n'aurait pas... ça n'aurait attiré personne de penser qu'il était responsable de ce qui s'était passé. Donc, quand Michel rentre chez elle, elle va prendre les comprimés. Il paraît des désinfectants d'eau. Elle va les consommer. Quand elle va les consommer, elle va se mettre dans la baignoire pour aller se laver. On ne sait pas ce qui s'est passé. Elle est morte. Donc, Stéphane, lui, dort dans la voiture. Comme je disais, moi, par exemple, je sortais du travail où je travaillais à l'époque, vers les 1h du matin. Il était garé au carrefour du snack où je travaillais. Donc, beaucoup de nos amis fréquentaient cet endroit-là, en fait. Ils savaient qu'on devait le voir. Moi, par exemple, j'ai même cogné. Stéphane.
Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi il nous, comme ça, du revers de la main, pour nous dire que votre copine est fait chier, moi je dors là et tout. Nous l'avons laissé, moi je suis partie, j'étais pas seule, il y avait d'autres filles avec nous, avec moi, autant pour moi qui... Et puis nous sommes partis, on l'a laissé là. Le matin, quand on se réveille le matin, souvent je prenais mon service à 16h. Je viens au travail, je trouve les autres filles sont tristes et tout. Tu as appris la nouvelle, je dis quoi? Non, Michel est décédé. Je dis, vous blaguez ou quoi? Oh non, il est décédé, elle est décédée. C'est pour ça, hier, son homme était là. Je dis, mais oui, moi j'ai même connu au véhicule. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faisait là et tout. Du revers de la main, comme ça, qu'elle fait chier, et voilà quoi, qu'il reste là. Donc elle est décédée et tout. Mais comme c'était quand même une amie, mais vraiment une amie avec qui on avait partagé quand même beaucoup de choses avant qu'elle ne soit avec Stéphane. Donc avec d'autres filles, il était... En fait, on était obligé de partir assister à son décès. Donc on a assisté à la pompe funèbre quand le corps est sorti, quand on a mis le corps chez ses parents, quand on a tout fait. Et les parents ont dit qu'ils ne vont pas l'enterrer en ville, ils vont l'enterrer au village. Et là, sur place, là, il y avait le monsieur Stéphane avec tous les gros résécrétiens de notre pays, ici, là, qui étaient là, habillés tout en noir, ils étaient là pour venir assister au décès. Et la mère de la fille qui disait, mais tu es venu me voir le mois dernier me disant que je viens parce que tu te maries. Tu es venu me montrer ta robe de mariage. Je t'ai dit avance, je vais préparer le manioc et tout pour venir à ton mariage. Et là, toi, tu es morte. Et la robe avec laquelle tu devais te marier, c'est celle qu'on t'a mise là. Donc ton mariage, c'est quoi? C'est le décès là où tu es morte là dans cette robe de mariée et tout. La mère parlait. Ça veut dire que... Ouf. Bref. Et finalement, les parents de la mère ont dit... La mère a dit à ses parents que non, on ne peut pas enterrer cette fille-là comme ça. Il faut faire des rites. On ne va pas l'enterrer comme ça. Parce que ça courait que non, ce sont ses copines. Ce sont ses copines qui l'ont tué par jalousie et tout. Donc, quand on parle des copines, on était toutes dans le lot. Mais sauf que moi, je ne lui fréquentais pas. On se rencontrait par occasion. C'était fini le temps où on partageait tout et rien ensemble parce qu'elle avait gravi les échelons. Donc, elle n'avait plus mon temps. Donc, on se retrouvait par hasard, voilà, et puis bon. Mais il y a quand même d'autres copines qui allaient vers elle. Et tout ça. Donc, les parents ont raconté que ce sont des copines qui, même le blanc lui-même, il a dit ça, ce sont ses copines et tout. Bref. Donc, les parents ont fait des rites et tout. Ils leur donnaient des lames, des aiguilles. Ils ont même mis un couteau dans le cercueil. Et ils ont exigé à toutes les copines qui étaient là ce jour-là. En fait, je me suis même dit pourquoi je suis venue, mais quand même, bon, j'avais rien à me reprocher. Ils ont demandé aux copines de faire le tour du cercueil parce que la personne qui a fait va voir. Et les parents avaient dit vraiment, ça veut dire que la personne qui a fait ne va pas faire les 6 mois. La personne doit suivre cette fille-là. Ils ont fait leur rite. Après faire les rites, ils sont allés enterrer leur fille. Même pas 1 mois, la rumeur commence à courir en ville. Oh, vous avez vu quoi? Mais le chien des neiges, bon, on avait surnommé son homme, quoi. Mais vous avez monsieur Stéphane. Donc, monsieur Stéphane partait de chez lui pour le bureau. C'était un directeur, je dis bien, d'une société pétrolière. Il partait de chez lui, pour le bureau. Il se mettait en peignoir. Il mettait les babouches aux pieds. Un blanc, hein. Il démarrait la voiture. Il venait en plein centre-ville. Il garait la voiture, peut-être à 2 kilomètres de son lieu de service. Et il revenait à pied, les mains en poche, pour venir au bureau. Tous les collègues ont vu ça. Les employés ont vu ça. Ah, qu'est-ce qui se passe? Mais moi, quand on m'a dit ça, j'ai dit que ce sont des histoires, arrêtez-moi vos choses là. D'autres là-bas qui disent, oh non, donc là, il y avait des filles camerounaises, des filles guinéennes et tout, qui avaient l'habitude de sortir avec monsieur Stéphane, qui racontent, oh non, le blanc là, quand il te prend, il t'amène chez lui. Il ouvre la porte, il crie seul, il appelle sa femme. Michel, qu'est-ce qui va pas? Il y a l'eau dans la maison et tout. Il crie. Mais quand tu regardes à la maison, il n'y a pas l'eau. Ah, ça c'est quelle histoire ça? Et moi, je me souviens qu'elle était décédée dans la baignoire. Donc, il y avait des rumeurs qui ont couru comme ça, peut-être pendant 1 mois. Mais 1 mois après, même pas 1 mois après le décès de la fille, je veux dire. Donc, les rumeurs ont couru au moins pendant 1 mois. J'ai dit, ah, moi, je suis le genre, j'aime faire le Saint Thomas. Et comme c'était vraiment l'amie de ma copine, hein, vraiment sans arrière-pensée. Même quand elle était en vie, c'est quelqu'un qui venait dans mon bar avec ses collègues et tout,
payer à boire à tout le monde, mais sans arrière-pensée, moi, je n'étais pas là-dedans. Donc, moi, quand les rumeurs l'ont couru, donc, du coup, un soir, je l'ai vu garer, je sortais du boulot, je l'ai vu garer. Et il parlait avec une fille. Quand la fille, je ne sais pas de quoi il s'agissait, mais moi, j'arrivais pour prendre mon taxi. Et là, je suis venue vers lui dire bonsoir. Et c'est comme ça qu'il dit à la fille de partir. Il fait comme si c'est la fille qui le cherchait. Or que moi, j'ai bien vu que c'était lui-même qui s'était arrêté pour la fille. Je dis Stéphane, bonsoir. Ah, il me reconnaît. Bonsoir, Prestige. Je dis bonsoir, ça va? Je dis oui. Ah, tu as fini il pouvait faire 2 heures du matin. Tu as fini de bosser? Je dis oui, mais dis, monte un coup. Je suis montée dans le véhicule. Il n'a pas démarré. Je suis montée, j'étais assise. On a échangé, je ne sais pas, même pas 5 minutes. Ça va? J'ai dit oui, ça va. J'ai dit, mais je ne vous vois plus au bar. Ah non, c'est des temps-ci et tout. Mais effectivement, je suis en train de constater qu'il a le peignoir. Il a les babouches aux pieds. Je dis rien. Et puis bon, je descends. Quand je descends, je lui dis au revoir. Il va prendre un billet de 10 000, il va me donner. Prestige, tu vas prendre ton taxi. Je dis merci. Oh non, à l'occasion, hein, on va venir et tout vous faire l'argent. Je n'ai pas de problème. Monsieur Stéphane, je suis quittée, je suis partie. DMG, quand j'arrive chez moi, je veux dormir. J'écoute les pleurs dans mon oreille. Mais vraiment, je ne dormais pas. J'écoute les pleurs. Ça a commencé doucement jusqu'à ça a commencé à hurler, mais vraiment les pleurs. Ah! J'ai dit, mon Dieu, ça c'est quoi? Je me réveille. Je m'assieds sur le lit, mais j'écoute bien les pleurs. C'est pas que j'habitais, peut-être derrière chez moi, il y avait la brousse. Non, j'étais dans une cité. J'étais dans une cité. Les pleurs, les pleurs, les pleurs, les pleurs. Ah! J'ai reconnu la voix de ma copine et j'avais le corps qui sonnait. J'ai dit, pardon, je n'étais pas tuée. Je pense qu'on était des copines. Si ton mari m'a donné 10 000, je ne lui ai pas demandé. Je suis pas allée quelque part avec lui. Lui-même, il m'a donné, j'ai pris. C'est quoi l'histoire que tu me fais le scandale dans la maison? Il y a quoi? J'ai commencé à parler comme ça, haute voix, parler. Et après, les pleurs se sont arrêtés. Quand les pleurs se sont arrêtés, le matin, quand je suis partie au travail à 16h, j'ai expliqué à 2 autres de nos amis avec qui je travaillais que mais voilà ce qui s'est passé. Hier, voilà, j'ai vu Stéphane et puis voilà, il y a Michel et tout. Ils m'ont regardé, ils me disent que mais on t'a déjà dit que dans le pays, là, c'est ce qui a atteint de rien, que la fille, là, c'est qu'elle a atteint de faire au monsieur, là. Quand elle embarquait les filles qu'il embarquait, les Guinéens, les Camerounais disaient que non, le blanc, là, quand il t'embarque, un moment, il roule la voiture, tu vois, il crie, Michel, arrête, lâche le volant, je vais faire l'accident, des trucs comme ça, là. Ah. Donc, c'est comme ça que ça nous a tous mis la puce à l'oreille, que donc, c'est monsieur Stéphane qui avait tué Michel. Ce monsieur-là est devenu fou ici au Gabon. On a vu le blanc, là, marcher tout le long. Ça veut dire qu'en plein centre-ville, hein, vous le croisez, il garde le véhicule, il peut partir de l'aéroport, parce qu'il habitait dans la zone, il pouvait partir de l'aéroport jusqu'en plein centre-ville à pied, ou c'est l'inverse, il s'habille bien. Quand il arrive à son lieu de travail, il sait des choses, il laisse le véhicule au parking de sa société et il marche pour aller à son lieu de, disons, à son domicile. Donc, c'est un peu ça mon vécu, c'est une histoire vraiment qui nous a tous traumatisés parce qu'après le monsieur a été rapatrié et aux dernières nouvelles on nous a dit qu'il était décédé. Mais on l'a rapatrié parce qu'en fait il était devenu fou suite au décès de sa petite amie et les parents avaient dit la personne qui est à l'origine, même la personne qui a écouté, qui n'a pas voulu parler, va suivre cette fille à moins de 6 mois. Mais je vous jure, DMG, quand cette fille est décédée, ça n'a même pas fait 6 mois que ce blanc-là a commencé à délirer, que tout le Gabon, fait tout Libreville, les filles qui sortaient les soirs là, n'avaient que ça dans la bouche. Oh le blanc là, oh le blanc là. Parce que lui voyait sa copine là partout, il voyait sa copine. Donc il t'appelait, il causait avec toi. Tout le soir, il te chassait, non, pas, Michel, tu es morte, pas. Donc la fille prenait le visage même des filles que le blanc draguait. Et le blanc s'effrayait, se les chassait les filles. Donc voilà, merci, c'était ça ma petite histoire. J'ai pris un peu de temps, je suis désolée, mais merci beaucoup. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme d'aujourd'hui. On se reprend demain. Abonnez-vous, commentez, partagez, activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes. Comme ça, on va toujours être à la page. Voilà.
Voilà, merci de laisser vos histoires au numéro WhatsApp plus 237 655 81 90 17. Et on va jouer ici. Passez une bonne journée et on se prend demain.